pris la fuite parce que cette maison était un peu synonyme de honte pour moi. Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire. Je pense que dans mon milieu, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, l'apparence, c'est très important. J'avais l'impression un peu parfois d'évoluer dans un monde de clones. J'habitais dans une maison qui n'avait aucun confort. Je n'avais pas d'amis. J'ai l'impression d'être un petit peu seule au monde. Ils ont grandi en tentant de cacher d'où ils venaient. Vous deviez être moqué par vos camarades. Je cachais mon identité. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit de quel monde je venais. Il vous est arrivé de vous faire virer de l'école? Bien sûr. J'ai fait 7-8 écoles. J'ai été pour indiscipline. Alors, quelle vie ont-ils choisi? C'est beau. J'ai toujours aimé magnifier les choses extrêmement simples et ordinaires. C'est pour ça que je suis devenu photographe. Cette maison, c'est presque un lieu de recueillement. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Les photos d'enfance que vous apercevez derrière moi sont celles de Mélu et de Thierry qui sont installés sur ce plateau. Elle vient d'une famille paysanne, très pauvre, lui d'un milieu bourgeois. Cet environnement, ils l'ont longtemps rejeté et ils en ont même eu honte. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Thierry, qu'est-ce que vous inspire le petit garçon que nous voyons sur cet écran? C'est le goût du sel sur la peau, le sable qui colle sur la plante des pieds, le vent marin. Vous vous appelez Thierry Desouches, en 2 mots. Vous avez grandi dans un milieu bourgeois, catholique et très jeune. Vous vous êtes senti en décalage avec tous les codes de ce milieu. Qu'est-ce qui vous dérangeait, par exemple? C'est pas ce que j'avais pas envie d'aller dans cette direction. Voilà. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mon père dirigeait une société d'instruments de musique qui fait des accordéons, des harmonicas, des pianos. C'est plutôt sympa comme... Oui, c'est très sympa, mais je préférais le voir le mois d'août lorsque la société était fermée, le voir jouer parce que c'est un excellent musicien. L'image. Il avait une fibre artistique. Il en a une très forte et le voir s'éclater en train de jouer, ce qu'il fait aujourd'hui d'ailleurs depuis qu'il est à la retraite, c'est une image qui me séduisait plus que de le voir partir tous les jours à la même heure et rentrer à la même heure, ce qui n'a rien de préjudiciable ni de condamnable, mais ça ne me faisait pas rêver. Voilà. Donc vous avez hérité de cette fibre artistique, de cette envie d'ailleurs. Et votre mère? Ma mère ne travaillait pas. Est-ce que vous tutoyez ou vous voyiez vos parents? Je vous voyais mes parents, je les vous vois toujours d'ailleurs. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de moments où vous vous sentiez particulièrement en décalage? On parlait toujours des mêmes choses? On parle toujours des mêmes choses. Je pense que dans mon milieu, c'est valable dans d'autres aussi, mais peut-être plus dans celui-ci, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, l'apparence, c'est très important. J'avais l'impression un peu parfois d'évoluer dans un monde de clones, des identités qui étaient comparables les unes par rapport aux autres et un manque d'originalité. Qu'est-ce que vous vous disiez quand vous étiez par exemple dans ces dîners ou dans ces déjeuners où les conversations tournaient toujours autour des mêmes sujets, avec probablement un jugement assez formaté et étriqué sur certains sujets? Vous vous disiez quoi, vous, dans votre tête, à ce moment-là? Est-ce que vous disiez, moi, je prendrais le contre-pied de tout ça? Non, j'écoutais. Je me suis toujours nourri de ce que j'entendais et je pense qu'on se construit en réaction ou en adhérant, mais moi, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'agressivité. J'ai pas fait un chemin pour aller ailleurs, ça s'est fait naturellement. Voilà. Mélu, bonjour. Mélu. Bonjour. Un prénom, un drôle de prénom d'ailleurs. Mélu, oui. C'est votre prénom? C'est le prénom que j'ai choisi. Parce que c'était quoi votre prénom? Alors, mon vrai prénom, en fait, c'est Huguette. Ouais. Et Huguette a été un prénom qui n'a pas été choisi d'une part par mes parents, qui ne sonnait pas bien à mon oreille. Ouais. Et je l'ai très mal vécu. J'ai déjà très mal vécu ce prénom qui apparemment a été donné par ma marraine. Et puis, j'ai choisi plus tard d'avoir le prénom de Mélu parce que c'est le diminutif de Mélusine.
La fée Mélusine, quelque chose qui me correspondait par rapport à mes lectures. Comment vous réagissez aux propos de Thierry? Je trouve que nos origines sont complètement différentes, aux antipodes l'une de l'autre. Hein. Mais en fait, on se rejoint pour le fait que peut-être on a envie d'ailleurs. C'est toujours ce sentiment d'être dans un univers un petit peu étriqué, quel qu'il soit. Ouais. Et puis envie d'autres choses, de connaître d'autres personnes. Pas forcément pour les mêmes raisons. Mais pas pour les mêmes raisons. Alors, à quoi ressemblait votre vie quand vous regardez cette photo? Vous en étiez où dans votre vie? Alors, j'étais une petite fille qui a été élevée seule avec sa maman. Mon papa est décédé lorsque j'avais 3 ans. Et je me sentais... j'habitais dans une maison qui n'avait aucun confort. Hein. Et je ne connaissais rien de la vie. En fait, j'étais dans le fond d'une vallée, à la lisière d'une forêt. Et je ne connaissais absolument rien de la vie. J'étais vraiment... j'avais une vie de solitaire. Hein. Et, vous n'alliez pas à l'école? Alors, je n'allais pas à l'école. Hein. J'étais scolarisée à l'âge de 6 ans. Ouais. Et c'est à vous peser, cette solitude? Alors, complètement. Alors, en fait, je n'avais pas d'amis. Je ne connaissais pas les gens. J'ai l'impression d'être un petit peu seule au monde. Hein. Et mon seul refuge, c'était la forêt, la nature. Ouais. Hein. C'était, voilà, et je parlais aux animaux. Mais vous n'aviez pas d'autres références. Donc, peut-être, dans la mesure où on n'a pas connu autre chose, on ne sait pas qu'autre chose existe, peut-être qu'on n'en souffre pas? Je savais que, quelque part, autre chose existait quand même. Vous le saviez? Oui. Que faisait votre mère? Maman avait une toute petite ferme, elle avait quelques animaux, elle vivait un petit peu en autarcie. Et puis, ben voilà. Et en fait, elle allait aussi rendre, on va dire, des services dans les fermes avoisinantes. Ça lui permettait un petit peu de subvenir à ses besoins. Et puis, bon, je pense qu'il y avait aussi une petite rémunération, voilà. Donc, elle vous a eu âgée? Alors, elle avait plus de 40 ans, effectivement. Et il faut remettre dans le contexte, dans les années 60, 40 ans, être maman à 40 ans, c'était un peu différent de ce qui se passe actuellement. C'était, voilà, elle avait, voilà, elle faisait quand même beaucoup plus âgée en plus que son âge, hein, puisqu'elle avait vécu des choses, elle aussi, terribles. Hein, Alors, vous allez nous raconter tout ça. On va saluer Frédéric Farigou qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Frédéric, comment vous réagissez à ces 2 témoignages? Ce décalage qu'on peut ressentir entre qui on est et son milieu d'origine, c'est vrai que ça va impliquer tout un tas de choses dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment de ne pas forcément être à sa place, le sentiment de chercher qui on est exactement. Et ça peut procurer un sentiment, vous ne l'avez pas eu, mais un sentiment de honte. Et la honte va venir se nicher dans l'écart qu'il va y avoir entre le moi et l'idéal du moi que je vais chercher inconsciemment à atteindre. Et dans ce contexte, finalement, quand on ressent de la honte, on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes de défense qui peuvent être de cacher son milieu d'origine, de mentir sur ses origines, ou pour atteindre une identité idéale, l'identité que l'on rêve de soi. Et ce qui est révélateur dans l'histoire de Mélu, c'est le choix de ce prénom. Parce qu'effectivement, c'est une fée, la fée Mélusine. Donc c'est comme si d'un coup de baguette magique, elle pouvait créer une autre réalité, une réalité plus conforme à ses rêves, plus conforme aussi à ce qu'elle sentait qui existait à l'intérieur de soi. Parce que ce décalage, à un moment, il crée un inconfort quand même, malgré tout, parce qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir, dans le milieu dans lequel on est, exprimer la personne que l'on est vraiment. Donc à un moment, c'est vrai qu'il va falloir s'en affranchir pour pouvoir exister vraiment en tant que personne et pas être dans une reproduction, dans un déterminisme social qui va faire qu'on va se conformer au milieu dont on vient. Alors Mélu, vous nous disiez que vous n'avez été scolarisée qu'à l'âge de 6 ans. Hein, c'est la première fois que vous êtes allée à l'école. Pour vous, l'école a été une révélation. Sur quel plan ? Alors, c'était complètement une révélation. Je me suis rendu compte que j'avais aussi des capacités assez ahurissantes pour apprendre à lire, à écrire. Ça a été tout d'un bloc. En un trimestre, j'ai appris à lire, à écrire, etc. Pour pouvoir lire des histoires, pour pouvoir apprendre sur le monde, la découverte de l'histoire du monde, de la géographie, etc. etc. C'était une façon pour moi de me sortir de cette solitude et de m'ouvrir au monde. Bien sûr. Et avec vos camarades de classe, ça se passait comment ? Alors, rien ne se passait. Je n'avais absolument pas envie
de communiquer avec les autres. J'étais vraiment encore dans mon monde à moi, alors dans le monde du livre en l'occurrence. Voilà, je n'allais même pas en cours de récréation. J'avais vraiment envie de rester dans la classe et de lire, de lire, de lire. C'est un peu une soif, une avidité de connaissances. On voit les cahiers, dites donc, ils étaient super bien tenus. Hein. Belle écriture. Alors on écrivait à la plume. Impressionnant. Encore à cette époque, avec la plume et le buvard. Donc très rapidement, vous êtes devenue la meilleure de la classe? Vous deviez être moquée par vos camarades? Alors, pour deux raisons. Certainement que... Alors, deux, voire trois raisons. Le prénom, bien sûr. Le prénom, c'est toujours sujet à démontrer. On invente toujours des choses par rapport au prénom. D'autre part, le fait d'être tête de classe, c'est pas forcément un compliment. Et on est parfois effectivement moqué parce que, bon, pourquoi elle et pourquoi elle est toujours. Et, il faut savoir qu'à l'époque, c'était dans des écoles religieuses et c'était le curé du village qui venait en fin de trimestre remettre les notes. Et en fait, les meilleurs élèves donc, étaient nommés en premier. Les notes étaient sur 100, je crois. Et bon, il y avait enfin, j'en sais rien, 10 sur 100, etc., jusqu'à 98 ou 99 sur 100. Et comme mon nom apparaissait toujours en dernière de liste, donc j'arrivais à 98,5, 99 sur 100. Et pour moi, c'était jamais assez brillant, il fallait que ce soit 100 sur 100. Ah ouais. Donc j'avais même un complexe par rapport à ça. Et votre mère, elle réagissait comment à vos bonnes notes? Alors elle s'est rendue compte que voilà, j'avais cette soif quand même d'apprendre, etc. Je pense qu'il y avait une fierté, mais elle ne m'en a jamais parlé. Et en fait, il y avait des tas de non-dits par rapport à ça. Et elle était tellement dans sa propre souffrance qu'en fait... Donc, si je comprends bien, vous vous réfugiez dans le savoir, dans les connaissances, dans les livres, dans la lecture? Absolument. Avec une gourmandise insatiable. Absolument. Une gourmandise qui ne m'a jamais quittée. Frédéric, comment vous analysez cette soif de savoir? Cette soif de savoir, elle se comprend dans la petite fille qui était Mélus, c'est-à-dire cette petite fille tellement isolée qui soudain s'est rendue compte qu'avec le savoir, elle pouvait accéder à tout un univers qui pouvait faire en sorte que la personne qu'elle était vraiment puisse se déployer. Et ça a dû être une découverte extraordinaire pour la petite fille que vous étiez, qu'il existait autre chose que le monde enfermé, étriqué dans lequel vous viviez. Et souvent, le savoir, la connaissance, l'école, c'est très important justement pour sortir du déterminisme social, parce que ça permet de changer de monde, changer d'univers, et ça permet de se déployer. Donc il y a le savoir, mais il y a les rencontres aussi qui sont importantes dans des parcours de vie pour accéder à la personne que l'on est. Et comment vous analysez le fait qu'elle était complexée de ne pas avoir 100% de réussite? Parce que cette soif-là, c'était une manière de sortir vraiment de ce milieu, de ne pas être assimilée à ce milieu. Et la réussite scolaire, ça ne pouvait passer que par l'excellence. C'est-à-dire que c'était être excellente ou rien. Thierry, les prix d'excellence, vous en avez eu aussi? Oui, j'ai probablement toujours été le dernier de ma classe. Moi, j'ai détesté l'école du début à la fin. J'ai rien aimé. Pourquoi? C'est pareil, je ne saurais pas l'expliquer. C'était pas mon truc. J'aimais pas la notion du prof, des horaires, de la discipline, de l'autorité. Je n'aimais rien de l'école. Ouais. Vous étiez sociable? Vous aviez oui, des oui, copains? tout à fait. Ouais. Je venais à la cour de récréation. Ouais. J'ai aimé la philo. C'est tout. Voilà. Il vous est arrivé de vous faire virer de l'école? Bien sûr. Plusieurs fois? Record. Oui, vous me demandiez, mes diplômes sont là, sont dans la... Oui, j'ai fait 7-8 écoles. J'étais bien pour la discipline. Et que disaient vos parents? C'était pas facile. C'est sûr que les pauvres... Ils essayaient de... Mais c'était pas... Il y avait rien faire la morale? Ça s'est passé tout en douceur. En fait, c'était juste que c'était pas mon truc. Je pense qu'ils l'ont senti. J'étais pas... Il n'y avait pas de problème majeur. C'est que j'étais pas à ma place dans l'enseignement. Voilà. Mais quand même, ils vous parlaient de votre avenir. Ils devaient vous tenir des propos. Je prenais des cours du soir. Ils devaient vous dire, j'ai eu des cours de maths travailler. particuliers pendant au moins 4 ans. Et j'ai eu 0 en maths, au bac. Vous voyez, donc il n'y avait rien à faire. Le cerveau n'était pas compatible. Ça ne marchait pas.
Donc je crois qu'ils l'ont compris assez vite. Alors, Ils ont dû avoir beaucoup de soucis pour moi, certainement. Vous aviez d'autres rêves, d'autres passions? Vous J'avais rêviez oui, quoi? j'avais tout. J'aimais la vie, j'aime toujours, j'aime tout. J'aime tout, je suis très observateur de nature, c'est pour ça que je suis devenu photographe. Donc je regardais, je m'apprenais, étant fils unique, je ne me suis jamais ennuyé. Mais pour moi, la richesse, la culture, elle était à portée de main. En fait, c'était mon exotisme de proximité. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé magnifier les choses extrêmement simples et ordinaires. Donc tout ce qui me paraissait établi, hors d'établi, tout ce qui s'était passé avant, ça m'intéresse pas. C'est ce que j'allais faire demain qui m'intéressait. Et tout ça, c'est un cheminement inconscient, c'est pas un calcul. Donc l'observation de quoi? De la nature, de ce qui vous entourait? Tout ce qui était un peu artistique, je faisais de la musique, la photo très jeune, la nature, l'observation des gens, je m'imprégnais, je m'imbibais de plein de choses, d'odeurs, de tous les sens en éveil en fait. Et comment vos parents réagissaient à ce goût artistique Bien, prononcé? parce que j'ai la chance pour d'avoir baigné là-dedans, pas du tout dans des gens dont c'était la profession, mais j'avais une grand-mère d'un côté qui a fait les beaux-arts, peinture et sculpture, une autre qui était pour un peu de conservatoire de piano, donc j'avais quand même toujours cet univers, mais qui n'était pas des gens dont c'était le métier, c'est-à-dire que ils n'avaient pas d'exercice de cette profession, mais ils pratiquaient avec talent et brio. Mon père, je vous l'ai déjà dit, ma mère jouait du piano également, donc c'était notre. Puis il y avait une joie de vivre. J'ai une famille très joyeuse et gaie, assez insouciante, très positive. Donc tout coulait. Je pense par contre, quand on a un fils, on a envie quand même que. Oui, mais il y avait un ADN artistique, mais c'est comme si vos parents avaient eu des destins contrariés en faisant un métier entre guillemets sérieux peut-être. Oui, alors destin, je pense qu'effectivement, on peut avoir un talent artistique, mais après, avoir la capacité ou la nature... d'en vivre. Oui, la structure mentale qui permet de se dire, moi je m'en fous, j'ai envie d'être peintre, je serai peintre. Et de ne pas se dire, mais si je ne gagne pas ma vie, si je ne gagne pas d'argent, comment je vais faire si un jour j'ai des enfants? Ça, c'est un autre. C'est pour ça que vous avez fait une école moi, ça, de je l'avais commerce naturellement. Voilà. Mes parents n'avaient pas ça, mais mes grands-parents non plus. Je pense qu'ils n'auraient jamais été capables de se lancer. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais c'était pas leur truc, c'était pas leur personnalité, leur ADN. Vous avez quand même fait des études de commerce? Non, j'ai eu mon bac. Il fallait quand même, il y a un moment, la vie, ça a quand même été serré, ça rigolait plus. L'échéance se rapprochait du bac, il fallait que je l'aie. Il fallait 200 points en rattrapage, j'ai eu 195 points plus 5 points de gym, donc j'ai eu 200 piles. Ça a évidemment insupporté mes parents, et j'en étais très fier, hein. J'en suis toujours de ne pas avoir eu 200, mais pile 200, grâce au saut en hauteur. Je ne suis pas grand, mais j'ai dû sauter ce qu'il fallait. Et ensuite, mon père m'a dit, bon, la photo c'est bien, très bien, mais tu fais d'abord une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Je me suis inscrit dans tous les cas. École de 4 ans, 1 an à l'étranger. Au bout de 6 mois, j'avais fait un stage ouvrier de ces écoles. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que là, les plateaux sont à Saint-Cloud. Le premier stage que j'ai fait, c'est à côté. Meudon, chez Dassault. Je poussais le chariot, je distribuais le courrier dans les bureaux. Je trouvais ça formidable de découvrir le monde des adultes, des gens qui travaillent et tout ça m'éclatait. Après, on m'a demandé de faire un rapport de stage. Évidemment, et là j'ai dit non, je ne ferai pas le rapport de stage, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à mes parents, donc au bout de 6 mois, l'école elle a duré même pas 5 mois, j'ai dit j'arrête définitivement les études. Voilà. Et là mon père s'est fâché, à juste titre. Alors ça peut choquer ce que je vais vous dire, moi ça ne m'a pas choqué, ça m'a fait grandir, j'ai adoré. J'avais des appareils photo, des objectifs comme on a à 18 ans. Qu'est-ce que vous avez adoré qu'il se fâche? Non, vous allez voir ce que j'ai aimé et qui a priori va choquer peut-être même le public qui est là. C'est que je m'étais payé avec des petits boulots d'été comme tout le monde. J'avais un appareil, 2-3 objectifs, c'était mon capital, c'était important pour moi. En amateur, mais c'était ce que je possédais, ma mobilette. Il m'a dit, écoute, ils avaient des moyens assez raisonnables et c'était un effort pour eux de me payer cette boîte qui était une école privée. Et ils avaient payé 1 an d'avance, je suis parti au bout de 3 mois, mon père m'a dit, tu me rembourses l'année que j'ai payée. Comme tu n'as pas d'argent, je vends ton matériel photo. C'est dur, mais moi j'ai dit, d'accord, super, c'est banco, c'est bien, c'est cash. Je rentre dans le monde des adultes, je quitte ce monde de l'enseignement dans lequel je suis pas bien et je vais être confronté à des réalités vraies. Donc, je lui ai remboursé le semestre, je lui en ai jamais voulu, il le sait, et je pense que ça m'a fait, c'était un accélérateur. C'est-à-dire qu'en gros, vous l'avez remercié de vous confronter à la vraie vie. Alors peut-être pas sur le moment, hein, mais après. Oui. Ouais. Sur le moment, je me rappelle pas. Faudrait lui demander, mais j'étais. Non, je pense que je lui ai pas dit merci papa, non.
Mais je n'ai pas été, ça ne m'a pas empêché de dormir. J'ai dit ok, c'est bien, c'est cash, c'est normal. Non mais c'est vrai, je veux dire, il fait un effort financier, on le comprend, on l'entend après, mais ça me paraît évident, quoi. Je veux dire, un enfant, il signe, il va au bout de son mandat. Ou alors s'il décide, s'il a la prétention de penser qu'il peut prendre un chemin de traverse tout seul, eh ben, mon vieux, t'es grand, tu l'assumes. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant d'ailleurs pour ça, parce que je pense que dans votre histoire, c'est un moment fondateur. Oui, parce oui, que certainement. c'était soit je me conforme socialement comme mes parents finalement me le demandent, même s'ils reconnaissent chez moi cette fibre artistique, cette différence, ils souhaitent quand même que je fasse comme eux, c'est-à-dire que je rentre dans ce moule, dans ce conformisme social. Et finalement, de vous confronter à ça et de vous dire tu rembourses, c'était une manière de dire, voilà, soit tu rentres dans le moule, soit tu effectivement, tu affirmes ta différence, mais à ce moment-là, tu te donnes les moyens pour. Et c'est ce que vous avez fait, et ça vous a permis effectivement de sortir de ce schéma et d'être vraiment une personne plutôt que la personne qu'on voulait que vous soyez. Là, j'étais pas assisté. Et en fait, vouloir entrer dans le moule, je pense que c'est pas préjudiciable de leur part. C'est-à-dire que quand on a un fils, Mais on a envie qu'il ait une profession, C'est ça. donc Mais une surtout, formation, ils inévitablement. souhaitaient que vous fassiez comme eux. C'est un peu normal, c'est un peu normal. Ce qui est terrible, Je ne sais pas, c'est de se mais dire... ça arrive que les parents laissent la liberté aussi aux enfants d'exister Mais en alors tant après, que il peut y personne avoir avec leurs différences. Une autre approche, c'est qu'on peut se dire en tant que parent, voilà, je te donne les moyens, je te donne les moyens d'avoir le choix. C'est-à-dire, je te permets de faire des études, donc vas-y, profites-en là. Et puis là, vous avez un enfant qui vous dit, non, moi, j'en veux pas tes moyens, je préfère me confronter directement à la vie réelle. Donc c'est un peu frustrant pour un parent. C'est pas venu du jour au lendemain. Ouais. C'est Non, mais moi, progressivement. j'entends ce genre de Ils ne sont pas tombés des nues non plus. Hein. C'est frustrant, mais en même temps, eux ne souhaitaient pas forcément que s'exprime votre fibre artistique. Si. Non, je pense qu'une fois diplôme en poche, ça, ils m'auraient toujours laissé faire. Ils avaient confiance en moi. Oui, mais ils voulaient d'abord que vous ayez votre diplôme en pour me poche. sécuriser, c'est normal. Oui. C'est normal. Alors, Mélu, vous avez obtenu votre bac avec mention, j'imagine, forcément. Mention quoi? Bravo. Mention B. Bien. C'est un bac quoi? Un bac littéraire, philosophie lettres à l'époque, donc bac A4. Alors, vous avez pu continuer vos études? Alors, j'ai pu continuer mes études, hein, et donc je suis partie sur Rennes. Et c'est votre maman qui vous payait vos études? Vous avez obtenu une bourse? Alors, j'étais boursière, j'ai obtenu une bourse, Mmh. et ça a été une véritable libération pour moi. Ouais. Le fait d'accéder à la ville, au confort, à l'aisance, côtoyer des personnes qui ne me connaissaient pas, donc apprendre. Je cachais mon identité, je n'ai jamais dit à qui que ce soit de quel monde je venais. Vous leur racontiez quoi à l'époque sur vos origines? En fait, j'en parlais très peu. En fait, je venais de la campagne et puis, point barre, on parlait d'autre chose. Il y avait de belles rencontres avec des gens très intéressants. Donc, c'est des milieux que je découvrais en quelque sorte. Donc, finalement, vous vous êtes sentie très bien? Oui, parfaitement bien. Sentiment d'évasion, d'avoir pu... d'être enfin libre et libérée à la fois. Et alors, vous avez fait combien d'années d'études? Eh bien... Vous avez étudié quoi d'ailleurs? La littérature, les lettres modernes, toujours dans... Pour devenir prof? Alors, mon objectif, c'était plus d'être journaliste. Et la culture du Proche-Orient, c'était ma passion. Donc j'avais envie d'être reporter. Et puis c'était vraiment une envie. Et puis, bien évidemment, l'insécurité matérielle était toujours persistante. Donc il fallait trouver un travail. J'ai commencé par être pionne, etc. Et puis c'était trop difficile, et à la fois d'étudier et de travailler et de côtoyer plein de gens, parce que j'avais l'impression que j'avais un retard de connaissances et connaissances des gens, connaissances des autres. Ouais. Et donc en fait, j'étais prise un petit peu par un tourbillon, et il y a un moment, j'ai arrêté. Vous allez nous raconter la suite. Et vous, Thierry, comment vous vous êtes débrouillé pour vivre? J'étais très jeune, j'avais donc 18 ans. Un appétit farouche de vivre, en fait, d'avoir une autonomie financière. Je pense que c'était important pour moi. C'est important tout court, parce que moi, j'ai quitté le domicile de mes parents. J'ai pas claqué la porte, hein, mais je voulais avoir un appart. Et alors, comment vous avez fait pour le payer? J'ai tout de suite eu du boulot, des petits boulots, une succession de petits boulots. Je ne comptais pas les heures. Donc voilà, j'ai été au culot, j'ai fait tout ça serait trop long d'en parler là. Et pas très intéressant, mais je crois, peur de rien.
J'ai montré mon travail, j'ai ouvert des portes. J'ai pas Votre été travail introduit, de- j'ai pas eu de relation familiale du Votre tout. travail de photographe? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous photographiez? À l'époque, tout ce qui passait par la main, sous la main. Mais quel genre? Paysages, des jeunes filles, des gares, les trains. Voilà, j'avais une espèce d'univers quand même, je pense déjà qui était là, qui était pas mature, mais qui était en cours de le devenir. Mais alors, c'était quoi votre univers? Parce que là, ça part dans tous les sens. Les jolies filles, les gares, les paysages. Ouais, Comment mais vous ça le part dans tous les définiriez? sens, moi j'aime tout. J'aime tout, j'aime bien la rouille, j'aime bien La rouille? La rouille, regardez, c'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est vrai. Voilà, Ouais. vous voyez. Ouais. Voilà. Après c'est tout un parcours. Moi, j'ai fait beaucoup d'expositions, de bouquins de toutes sortes. J'ai vécu de. C'est quoi Mais je ça? vis de la photo depuis que j'ai l'âge de 18 ans. C'est donc, les oiseaux? Non. Ça, c'est un livre que j'ai fait sur la France, avec une expo C'est à beau, la, ça. à la BNF, ça aussi. Voilà, mon arrière-grand-mère, peint par ma grand-mère, que j'ai trimballé au fin fond de l'Aubrac, un piano à queue que j'ai emmené en Islande. J'étais ce que j'étais, et je me suis jamais dit qu'il fallait que je sois autre chose. J'ai jamais suivi les modes, les tendances. Et j'ai développé, en fait, j'ai montré toujours, pour avoir du boulot, avant que les agents interviennent, etc., ce que j'aimais, ce qui me touchait, ce qui me parlait. Et Alors, après, c'est assez les rare. rencontres se sont faites. Je Voilà. voudrais juste que Frédéric Oui. intervienne là-dessus, parce que généralement, on devient ce qu'on est dans la deuxième partie de la vie. Enfin, parfois, on se construit en fonction de ce qu'attendent les autres de nous. C'est pour ça que je trouve que cet événement de dire tu dois rembourser, c'est fondateur parce que il aurait pu se conformer socialement et effectivement, petit à petit, avec le temps, sortir de ce conformisme pour devenir la personne qu'il était. Mais cet acte-là lui a permis de le devenir très très jeune. Et du coup, tout ce qui était de sa différence a permis de s'exprimer. Et le choix de la photographie, c'est passionnant parce que c'est l'image, c'est ma représentation du monde, c'est l'image que je veux donner au monde aussi de ce que je suis. Donc c'est exprimer votre différence à travers vos images. Et on a accès à quelque chose de vous qu'on n'a pas forcément, effectivement, si on réduit quelqu'un à son milieu. Ça montre bien. S'il en était besoin de le prouver, c'est qu'un individu ne se réduit pas à là d'où il vient. Il porte en lui-même une vraie vision du monde et on le voit à travers vos photos. Et du coup, c'est vrai que ça vous a permis de sortir de ce conformisme et d'être vraiment vous-même avec ces images à la marge, voilà, dans un univers qui sorte du cadre. Moi, c'est ça que m'évoquent vos photos. Mélu, alors donc vous nous disiez qu'à un moment vous avez été prise dans un tourbillon de rencontres, d'ouverture sociale, hein, on va dire. Absolument. Et donc vous avez fini par arrêter vos études. C'était triste pour vous, non, Alors, prendre cette en décision? fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai subi un échec sentimental très important. C'est-à-dire vous étiez avec quelqu'un depuis combien de temps? Pendant 4 ans. Qui vous a quitté? Oui. Et donc ça a Et pour été... des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. C'est-à-dire? L'amour qu'on se portait, pour des raisons extérieures, pour des raisons sociales, justement. C'est-à-dire qu'on lui a fait sentir que vous n'étiez Oui. pas de son milieu. Absolument. C'est ça. Oui, pour des Donc- raisons sociales. Donc tout ça a réactivé Voilà, et votre ça a complexe. vraiment réactivé toutes les choses que j'avais voulu cacher, un peu ce secret de ma condition, mais qui a été ma condition de vie pendant mon enfance, etc. Et toute ma construction. Et en fait, voilà, un jour, ça a été révélé. Alors là, ouais, cette photo, c'était le début de la liberté. Très classique, là, une petite jupe plissée. Pardon? Petite jupe plissée, vous êtes avec chaussettes blanches. Très classique. Oui. Col C'était des au oiseaux. début de vos études, ça? Oui. Ouais. Mais alors donc, c'est intéressant. Donc, cet homme vous quitte, donc Oui. ça vous laisse C'est par un terre, déchirement, j'imagine. c'est un déchirement total. Et là, vous vous C'est dites, quelque chose, ça ne sert à rien que je veuille sortir de mon milieu puisqu'on me rejette, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Ça a été vraiment quelque chose, une fracture totale. Donc je me suis dit, bon, toutes mes ambitions sont tombées à l'eau. Tout est parti d'un coup. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je repars chez moi. Je repars chez moi, là d'où je viens. Donc vous êtes reparti chez vous, chez votre mère. Oui. Et vous avez rencontré Thierry. Et j'ai rencontré Thierry. Où? Alors j'ai rencontré... non. Vous l'avez Déjà une rencontré habilité. où?
Ça aurait pu. Mais hein, écoutez, il habite dans une commune pas très loin de la commune dont je suis originaire. Voilà. Et nous nous sommes rencontrés voilà, dans une fête de village. Et j'ai retrouvé les valeurs de la campagne, etc. Toutes celles que j'avais reniées jusqu'à présent. Reniées ou oubliées ou mis en secret. Avec cet homme-là, vous vous êtes offert le luxe d'être vous-même. Absolument. Absolument. Donc il a senti cette faille et petit à petit, voilà, m'offrir le luxe, je trouve que c'est une expression qui me correspond bien. Et ben ouais, c'est pour ça que je l'utilise. Alors, votre mari, Thierry, puisque vous vous êtes mariés, vous avez construit une belle histoire tous les deux, il est avec nous, on va l'accueillir, il arrive par là. Bonjour. Santé. De même. Bonjour. Thierry. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Tout va bien? Bah ouais, ça va. Bon, alors d'accord. Donc, vous avez eu quoi? Un coup de foudre tous les deux quand vous vous êtes rencontrés? Bah oui. Une évidence? Ah bah oui, tout de suite. Je lui dis, c'est la femme de ma vie. Je lui dis, je vais pas passer à côté. Hein. Ah oui. J'ai fait tout pour l'avoir et je l'ai réussi. Bon. Il a beaucoup insisté. Ah oui? Alors, à Oui, quand même. partait, j'allais voir sa maman, ma future belle-mère. Je lui disais, elle est où, Mélu? Ah non, 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 elle n'est pas là, puis elle était cachée. Alors moi, je partais bredouille, et puis à un moment, j'ai insisté, et puis voilà. Tout de suite, vous lui avez parlé, vous avez compris ses origines immédiatement? Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que, Mélu, elle a une culture hors norme par rapport à moi. Moi, j'ai pas voulu la brusquer dès au départ. Vous savez, quand on commence à connaître sa future femme, il faut aller piano. Hein. Ah bon, je sais pas. Il y a un mode d'emploi? Oui, il faut déjà, moi, chez nous, en Bretagne, il faut déjà draguer la belle-mère avant d'avoir la fille. Hein. Alors, j'ai fait dans l'ordre. Hein. Et puis, voilà. Et puis, je suis très heureux. Vous vous êtes dit quoi, vous, Mélu, quand vous avez rencontré Thierry? Vous avez dit que vous pouviez poser vos... Je me suis dit que Thierry était une valeur sûre. Non, je plaisante. Non, en fait, je me suis dit que oui, peut-être lui, c'était la personne qui me correspondait parce que c'était quand même la culture bretonne, etc. Il y a eu un retour dans la réalité de ce que j'avais vécu. Est-ce que vous avez dit que vous pouviez tomber le masque avec lui? Alors absolument. Ça, c'était vraiment ce qui était important pour moi, c'était d'être vrai, d'être dans la réalité. Il vous acceptait tel que vous étiez? Absolument. Dans votre entièreté? Quelque chose comme ça. C'était ça ou rien du tout. Hein. Ouais. Alors, vous avez eu des enfants? Oui. 3 enfants? 3 beaux enfants? J'ai vraiment compris lorsque j'ai rencontré Thierry qu'avec lui, je pouvais fonder une famille. Ouais. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez travaillé? J'ai beaucoup consacré ma vie à l'éducation. C'était vraiment très important pour moi. L'éducation de mes enfants. C'est vraiment très très important par rapport à mon vécu. C'est très important qu'on soit deux, que je sois présente constamment auprès d'eux, que je leur apporte la sécurité, l'amour et beaucoup de tendresse. Et voilà. Vous leur avez donné quelle éducation? Pardon? Vous leur avez donné quelle éducation? Ils ont fait des études? Ah oui. Oui. Ils ont tous leur bac, leur BEP, ils ont tous une situation. On est fiers de nos enfants. Et vous avez continué à lire, à dévorer des livres? Alors moi, oui, ça a toujours été... Alors j'ai essayé de leur communiquer cet amour du livre, bien évidemment, comme on commence avec les enfants, on lit l'histoire le soir, etc. Et puis en fait, j'étais quelque part un peu déçue parce que je ne sentais pas cet amour du livre. Hein. Mais forcément, ils n'avaient pas le même vécu que moi, donc ils n'avaient pas forcément les mêmes aspirations. Et oui, je me rends compte maintenant, parce qu'ils sont adultes, hein, on se retrouve et ils me disent « Oh maman, tu n'as pas lu tel livre, etc. Tiens, donc ça peut t'intéresser. » Donc j'ai réussi quand même quelque chose d'important à ce niveau-là, oui. Thierry, vous avez eu des enfants aussi? 3 filles. 3 filles. 3 belles filles, que j'aime beaucoup, qui sont grandes.
Artiste Alors justement, oui, elles ont la fibre artistique, mais comment dirais-je, c'est ça qui est intéressant en fait dans l'histoire de la vie. C'est que moi j'ai pris un chemin qui était, encore une fois, pas contre, mais qui était différent et très marginal par rapport à l'univers qui était celui que j'ai reçu comme modèle familial, pas sur les valeurs et sur le fond, mais sur la façon de vivre. Et mes filles, elles, ont épousé chacune des hommes que j'aime beaucoup, mes 3 gendres, qui sont tous diplômés, avec des métiers très sérieux, à la banque, HEC, dans la comptabilité gestion. Donc voilà, c'est dans l'histoire, je ne sais pas si on parlera de mon roman tout à l'heure, Martin de la Brochette. Bien sûr. Voilà, on y reviendra, mais je crois que ce qui est très intéressant dans la notion d'élever, je ne suis pas là du tout pour donner des leçons et des conseils, mais c'est un ressenti personnel dont j'ai l'intime conviction, c'est que aimer ses enfants, c'est un rôle très ingrat. Les aimer vraiment, c'est considérer qu'ils vont partir un jour et que le référent, qui était le père ou la mère, va être celui qu'ils vont aimer. Et donc les questions, les réponses qu'ils attendent, c'est plus papa et maman qui vont la donner, c'est l'autre. C'est la logique, quoi, globalement, pour l'ensemble des familles. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, on se prépare et on les élève pour qu'ils partent. Et qu'ils partent vraiment, qu'ils partent avec un cordon ombilical coupé. Et moi, le cordon ombilical est coupé, je pense que mes filles continuent de m'aimer, mais visiblement, elles n'ont pas eu non plus envie de tomber amoureuses d'hommes qui avaient le parcours de vie de leur père. Voilà. Et je trouve ça tout à fait respectable et compréhensible. Mais c'est très classique. C'est très classique. Comment vous l'analysez, vous, ça, Frédéric ? Ben, c'est très classique et puis c'est aussi la liberté que vous leur avez laissée d'avoir ce parcours qui est inspiré aussi de la lignée familiale et qui est pas forcément... on choisit pas forcément un conjoint qui ressemble à nos parents, on choisit parfois un conjoint pour s'éloigner aussi de la peur de l'inceste et donc on choisit des conjoints très très différents de nos parents aussi. Donc tout ça, ça a à voir avec un cheminement qui est très particulier et très spécifique à chaque individu. Après, ce qui est intéressant, c'est d'accepter que nos enfants soient différents de nous. En fait, pour moi, c'est ça l'éducation. C'est accepter qu'on a face à nous des individus à part entière qui auront leur propre parcours et que notre rôle, c'est de les aider au maximum à ne pas projeter sur eux nos propres désirs, nos propres manques, nos propres carences, mais de les aider vraiment à trouver leur propre chemin avec leurs différences, leur individualité. Mélu, en 1997, vous avez perdu votre maman. Oui. C'est toujours une déchirure. C'était une déchirure. J'ai hurlé, j'étais parce que ça a généré beaucoup de culpabilité chez vous. Alors, pourquoi ? Absolument. Pourquoi de la culpabilité ? Parce que j'aurais aimé lui montrer que je l'aimais davantage. J'avais cette honte, la honte de maman, de ce qu'elle était dans son apparence, du milieu dans lequel j'avais grandi, honte de cette solitude, honte. Et puis je me suis rendu compte qu'elle était en fait honte de la pauvreté, etc. Et puis je me suis rendu compte subitement qu'elle était très riche, qu'il y avait cette richesse, cette culture du terroir, etc. Et qu'elle m'avait apporté beaucoup de choses. Et donc j'ai voulu cultiver ça, cultiver un peu un certain mythe. Voilà. Donc justement, à son décès, vous avez pris une décision très symbolique, celle de retourner vivre sur les lieux de votre enfance. C'était donc une façon pour vous de faire la paix avec cet environnement et peut-être de lui rendre hommage à votre maman. Cet environnement que vous aviez si longtemps rejeté. Alors il y a quelques jours, vous nous avez ouvert les portes de cette maison. On regarde ce reportage. J'habite à Séran, dans le Morbihan. J'ai passé toute mon enfance dans cette petite maison d'une pièce où je vivais seule avec ma maman. Cette maison, je l'ai quittée en 1978, mais je l'ai rachetée 20 ans plus tard. C'était une maison avec une pièce unique qui servait de cuisine et une chambre. Il reste quelques objets de cette époque, à savoir ce banc sur lequel les enfants s'asseyaient et on disait bien aux enfants de ne pas s'asseoir sur le bord, au risque de voir ce banc basculer. Cette maison, c'est presque un lieu de recueillement. Je veux dire qu'elle
quelque part, j'y viens pour faire honneur un peu à ma maman, pour sentir sa présence et quelque part pour déculpabiliser par rapport à cette envie d'avoir voulu quitter les lieux très rapidement. J'ai pris la fuite parce que ce passé était un peu synonyme de honte pour moi et j'ai voulu revenir à tout cela parce que c'est une forme de rédemption, une forme de pansement en quelque sorte, un peu penser mes blessures et repartir sur quelque chose. J'habite aujourd'hui la maison mitoyenne de celle de mon enfance, un endroit que j'ai imaginé, décoré et façonné à l'image de celle que je suis. Dans cette maison, en fait, je tenais à conserver des meubles anciens qui sont témoins un petit peu de mon passé, mais également des objets qui correspondent à ma personnalité, qui sont l'ouverture sur le monde. Et ici, il y a un meuble auquel je tiens tout particulièrement. Il contient mes trésors, c'est un peu mon jardin secret, voilà, tous mes livres. Dans mon enfance, les livres ont représenté quelque chose de capital. C'était un échappatoire au quotidien. C'était une façon de rompre la solitude, de me mettre dans un autre monde. Ce dictionnaire qui appartenait à mon père, c'était le seul livre que l'on possédait à la maison. Et donc, j'avais envie de découvrir le monde à travers ce dictionnaire. Mon fils, Ophélien, est le dernier à encore habiter chez moi. On est très proches et c'est très important pour moi. On va juste vers la cascade ou qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être sympa. Alors l'été, c'est franchement... En fait, il était important pour moi de fonder une famille et d'avoir des enfants parce que je ne voulais pas reproduire... ce que j'ai vécu, donc je voulais tenter de leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et surtout un équilibre que je n'ai pas eu. C'est vrai que ma mère n'a pas eu une enfance facile. Elle a voulu nous donner vraiment tout l'amour qu'elle n'a pas reçu quand elle était plus jeune. Elle se donne corps et âme, en tout cas dans sa vie de famille. Il a beaucoup plu quand même. Je voudrais la remercier infiniment de tout ce qu'elle m'a apporté. Et c'est vrai que moi, je pourrais démarrer correctement dans ma vie future grâce à elle. Voilà, et Thierry, vous avez tout de suite été emballé par ce projet de racheter la maison familiale? Ah oui, dès que j'ai connu, dès qu'on s'est mis ensemble, je lui ai dit un jour, j'achèterai Marsac. Elle me dit, bah non, c'est pas possible. Je dis, si. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait vous faire. Je dis, je sais pas comment, mais je dis, je vais l'acheter. C'est un beau cadeau, ça, non? J'étais très surprise. Je Agréablement. n'y croyais pas. Agréablement surprise. Mais je n'y croyais pas. Alors là, franchement, c'est une bonne technique pour... Je crois. C'est une très bonne technique pour oui, être sûr de ferrer la femme de votre vie. Lui acheter sa maison d'enfance, c'est pas mal. Ouais. Oui, ça veut dire vraiment qu'il vous aime avec cette enfance, avec ce passé. Et c'est une manière de réparer aussi cette enfance. Et c'était important aussi par rapport à votre mère. Parce que quand on a honte de ses origines, on a honte d'avoir honte aussi parce que vous l'aimiez et en même temps, vous souffriez de ce contexte dans lequel vous avez grandi parce qu'on les subit d'une certaine manière, ces origines. Donc revenir là, c'était aussi vous réapproprier cette partie de vous qui fait partie de vous parce que la femme que vous êtes aujourd'hui, elle vient aussi de cette femme de cœur et donc c'est important effectivement de se réapproprier les valeurs dont vous êtes issus et de ne pas les renier parce que renier ces valeurs-là, c'est renier une partie de soi. Donc c'est important de dire, voilà, je viens de là, je l'intègre, mais j'ai le droit d'être différente aussi, j'ai le droit d'avoir envie de cette culture, d'avoir envie de ce savoir, d'avoir envie de transmettre des choses de l'ordre du savoir à mes enfants, mais en même temps, je viens de là aussi et je peux en être fière d'une certaine manière. Donc d'avoir fait ce chemin et cette maison, je pense, elle vous y a aidé aussi. Alors Thierry, est-ce que vous avez posé vos valises à Saint-Jean-de-Luz? Est-ce que vous êtes revenu sur les traces de vos racines? Non, Saint-Jean-Luz, c'est un lieu de vacances. Il y a beaucoup de monde l'été. Je suis un peu sauvage. Non, moi j'ai choisi. La seule chose,
je crois que vous l'avez bien compris, j'ai vraiment souffert de rien. J'ai pris conscience de différences et je trouve formidable la vie qu'ont mes parents et je leur reproche strictement rien. Mais néanmoins, c'est vrai que j'ai grandi dans un appartement qui n'était pas grand, il y avait 60 mètres carrés et j'avais vraiment besoin de grands espaces, quoi. Ça c'était sûr, c'était une nécessité vitale. Et donc, pour moi, la campagne s'est imposée. Et puis, le métier que j'avais me permettait d'être à Paris et en même temps, voilà, d'avoir une espèce Alors, vous êtes où d'antithèse. Je suis dans le Poitou. Je suis dans le Poitou. Donc ça, c'est une cabane. Je suis assez bricoleur, donc je me suis fait une cabane. C'était un rêve de gamin. Je l'ai fait de mes mains sur un petit plan d'eau et je suis bien dans ma cabane. Et vous observez les canards? Pas que. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a plein de trucs, c'est dans la tête, quand vous êtes là-dedans, c'est la tête qui fait le... Qu'est-ce qui vient se C'est poser un sur film ce qui petit tourne. plan d'eau? C'est le rêve d'une vie, en fait, un oui, peu la de cabane, recluse, un peu de... Comment dirais-je, de simplicité, de côté humble, la cabane, non? Qu'est-ce que ça représente? Plein de Je sais trucs, la pas. cabane. C'est un truc de C'est- bande dessinée, c'est un oui. truc d'enfant, c'est un truc de cow-boy et d'indien, c'est un truc de D'accord. trappeur, c'est Tintin. c'est la Mais à cabane, côté de la c'est- cabane, il y a un gros château ou Non. Non, ou non, vous pas du vivez tout. carrément dans la cabane? Je vis pas loin de la Il doit y avoir cabane. une belle maison en pierre, pas très loin. Bah, les maisons sont plus en pierre qu'en bois en France, donc elles sont plutôt en pierre, mais il y a une maison, oui. Mais la cabane, c'est un endroit où je me sens vraiment bien, ouais. J'ai Alors, une vous- question à vous poser, si c'est Dites-moi. possible. Est-ce que vous avez déjà construit des cabanes lorsque vous étiez petit? J'en ai fait d'autres avant, mais j'étais plus grand. Mais non, mais je construisais plein de trucs, oui, des Lego, des mécanos, je suis très manuel. Dans je la suis très- nature, non? Si vous arrivez à... Oui, j'ai fait des choses qui ressemblent à des cabanes, oui, des D'accord. abris, des... oui, Est-ce que vous avez une j'ai toujours fait ça. explication? Vous avez une explication à ça? Dites-moi, ça m'intéresse. Et parce que... Vous allez je passe... m'analyser. Non. Qu'est-ce qui se passe derrière la cabane? Frédéric, J'ai on un est en train de problème. boucler notre Parce boulot. que la cabane, Ça y est, c'est j'ai un quelque part... problème. Parce que la cabane, c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, je construisais beaucoup de cabanes, etc. Parce que c'était mon refuge, c'était un endroit où j'écrivais, etc. Donc, voilà. Mais la cabane, c'est peut-être, aussi, un symbolique, matériau, quoi. c'est le bois. Le bois, c'est quand Ah, même c'est quelque le chose bois, de... c'est au Le niveau bois de- et l'eau, d'accord. si vous voulez, le bois, l'eau et les arbres, c'est pas mal. D'accord. Alors, vous avez écrit un roman dont vous nous parliez tout à l'heure qui s'appelle, on va revoir la couverture. Martin de la Brochette. Alors, vous y racontez quoi dans ce... Qui est Martin de la Brochette? Je vous la fais courte. Ouais. Issu d'une famille versaillaise, 4 enfants, famille parfaite, diplômés, tous les enfants sont diplômés, il y a un frère prêtre. On est dans un formalisme absolu. Et puis il y en a un, donc ils sont beaux, il y a fait HEC, il y a une fille qui épouse un énarque, etc. Bon, nickel. Et puis il y en a un qui est pas très gâté par la nature, un peu rondouillard, mais par contre ce gars-là, il a une passion. Sa passion depuis tout petit, c'est de devenir boucher. Celui qui était parti pour pas réussir, c'est en fait lui qui va vraiment réussir sa vie. C'est-à-dire qu'il va être heureux en amour, il va être heureux dans son boulot. Pourquoi? Parce qu'il est passionné. En Et gros, donc, vous avez raconté un peu votre histoire d'une manière on parle romancée. mieux de ce qu'on connaît. Alors après, c'est un peu romancé, bien sûr. Alors, l'une de vos amies a accepté de nous parler de vous. Ah bon? Elle s'appelle Isalou et on l'accueille tout de suite. Isalou, vous connaissez Thierry depuis quand? Alors, je connais Thierry depuis environ 15 ans. Alors, il paraît que vous avez un petit peu la même histoire tous les deux, ce qui a créé une complicité et des liens, j'imagine. Alors, moi, je crois que j'étais plus en révolte que Thierry, parce que je me sentais un peu comme une petite fille bleue dans une histoire jaune. C'est-à-dire que j'étais vraiment en décalage, et moi, j'étais beaucoup plus en colère contre ça. Alors, J'étais vous beaucoup êtes plus issu de quel milieu, vous? petit bourgeois, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de... Il y avait un peu d'argent, mais il n'y avait pas vraiment d'art et de philo. Et c'est ça aussi qui, moi, me manquait beaucoup, parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu, quand vous avez dit que chaque individu porte en soi une vision du monde. Et moi, je pense que c'est celle-ci dont j'étais en souffrance, parce que dans mon milieu, je partageais pas ça. Et j'ai eu de cesse de rechercher du coup des frères et des sœurs d'âme, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas un langage qui résonne. Ça peut s'appeler comme ça, hein. Ça s'appelle comme ça. Ouais. On se choisit des frères et des sœurs d'élection, d'âmes, avec lesquels on est en affinité. Et d'ailleurs, on le sent tout de suite quand on rencontre Ouais. des gens comme ça. Ouais, c'est ça.
Alors Thierry, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles vous comptez et elles ont tenu à vous le faire savoir aujourd'hui. Thierry, c'est François. Alors je viens te soutenir. Hein. Maintenant, c'est la gloire pour toi, les télévisions. On se ressemble un petit peu quand même parce que toi, tu as été dans ta famille, vraiment, famille bourgeoise, ô combien, et traditionnelle, eh bien, le canard qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours été proches, toujours été pensé un petit peu la même chose, c'est-à-dire différemment des autres. Hein. Ça, c'est important dans la vie, et tu l'as bien compris, et tu vis comme tu veux, vraiment comme tu en as envie, et tu as bien raison. Salut Thierry. Juste quelques mots pour te dire toute l'admiration que je porte pour toi. Tu fais partie des rares personnes qui m'impressionnent, dans la mesure où ta personnalité, ton talent me font rêver. Pour celui qui ne te connaît pas, tu es un peu l'archétype du Parisien venu s'échouer dans notre belle région. Ne change pas, garde cette élégance qui te caractérise quoi que tu fasses. Je t'aime, mon ami. Qui sont ces messieurs? Alors je viens de réaliser qu'en fait, ils sont tous les deux avocats. Profession qu'on pourrait imaginer très classique de par sa formation et la façon de l'exercer. Le premier, c'est un oncle et il a grandi dans un monde que je connais bien, qui est sa famille, où il y avait des codes et des bornes assez bien définies, et lui n'a jamais eu peur d'assumer totalement ses envies, sa façon de dire les choses. Quand on lui pose une question, la réponse qu'il donne n'est jamais celle qu'on attend, etc. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement original. Et ce que j'aime bien, c'est que rien chez lui, quand on le voit comme ça, ne laisse sous-entendre cette originalité, s'il y a une grande richesse derrière. Et l'autre personne? Et l'autre personne, c'est un bon ami, très bon ami. Il est très sensible à toute forme d'expression artistique et son mode de vie est également très décalé par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la profession. Donc je suis extrêmement touché par leurs témoignages, là, évidemment, qui sont très émouvants, on ne peut pas dire autre chose. Et puis, mais lui, il y a quelqu'un qui souhaitait être présent pour vous aujourd'hui. C'est une personne qui a beaucoup compté dans votre parcours. Vous allez comprendre pourquoi. On va l'accueillir. Alors Raymonde, qui a beaucoup compté dans votre parcours, Raymonde qui n'était autre que votre institutrice. Une petite institutrice, merci. Pourquoi petite? Il y Parce a des petites et des grandes? Non, mais c'était mes premières années d'enseignement, où je n'ai enseigné que 4 ans. Oui. Mais avec beaucoup de plaisir. Oui. Et Huguette était une élève comme les autres, qui tournait la tête, qui gesticulait beaucoup, et avec une queue de cheval qui tournait aussi comme elle, comme tu le fais encore maintenant. Hein? Est-ce que vous aviez repéré cette avidité de savoir, d'apprendre? Pas vraiment, je pense. Est-ce que vous connaissiez sa situation familiale, J'ai souvenir sa précarité? qu'une fois, sa maman est venue me voir, habillée comme à la campagne, parce que c'était pratique, un imperméable gris, pratique parce que souvent on fait du vélo, on se salit, qu'elle m'avait semblé un peu triste, mais c'est tout. J'ai pas de souvenir. Est-ce que vous saviez que vous aviez autant compté pour elle? Pas du tout, mais pas du tout. Comment vous l'avez appris alors? Je l'ai appris quand ils ont fait le centenaire de l'école. Oui. Je crois que c'est en 95, où tu m'as beaucoup réclamé. On me l'a signalé, mes collègues me l'ont signalé. Et j'étais un petit peu peinée, surtout toi, peut-être d'autres encore, je ne sais pas. Et j'étais peinée de ne pas m'être déplacée. En 1995, votre maman était partie déjà? toujours vivante. Elle est encore vivante. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Raymonde aujourd'hui? Eh bien,
Peut-être qu'elle ne s'en souvient pas, mais c'est grâce à elle que j'ai eu cette soif de lecture, de pouvoir lire. Elle se souvient peut-être pas de certaines choses, mais par contre, elle m'avait donné des livres. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Vous lui donniez des livres? Oui. Je me souviens pas. Je faisais des fiches de lecture. Ça, Des je me fiches de rappelle. lecture. Mais j'ai eu des livres en cadeau. Les éditeurs nous donnaient des spécimens gratuits. Ouais. J'avais écrit, j'étais débutante, pour avoir beaucoup de spécimens pour les élèves. Donc je devais leur donner ces spécimens. Pourquoi vous n'avez enseigné que 4 ans? Parce que j'étais dans l'enseignement privé, qui n'est pas la voie de l'éducation nationale. En Bretagne, c'est l'éducation privée, parce qu'on est tous catholiques, surtout ceux de notre génération, on va dire. Et à l'époque, on ne faisait pas une formation comme l'éducation nationale, on faisait quelques cours de temps en temps. Il y avait un examen que j'ai raté. Alors j'ai un peu regretté, mais je n'ai pas du tout regretté, parce qu'après j'ai fait infirmière, un métier qui est tout aussi enrichissant. Bien sûr. Et peut-être c'est même plus facile parce qu'on travaille en équipe. Alors qu'instituteur, on a les élèves pendant une année, on les prend en main, et à la fin de l'année, si possible, on doit avoir un résultat. Et toute l'année, on est un peu seul. Bon, pas seul, il y a les autres maîtresses. Mais je pense qu'on est seul face à 30 enfants avec une obligation de résultat. D'accord, donc on fera une autre émission avec Raymond. Mais pour terminer cette émission, on voulait vous montrer une petite vidéo que, là encore, des personnes qui sont chères à vos yeux ont tenu à vous faire parvenir. Salut Mélu, coucou tonton. Bah écoutez, ravi de témoigner pour vous. Que dire? Ben voilà, peut-être les souvenirs que nous avons partagés ensemble quand nous étions enfants, vu le peu de différence d'âge que nous avons tous les deux à Marsac. Et que depuis, bah écoute, on passe de très bons moments ensemble. Nous avons des souvenirs mémorables, des soirées mémorables. Et puis voilà quoi, que dire d'autre, à part que on t'aime, on t'apprécie, et puis de toute façon, des soirées, il y en a d'autres, hein, il y en a des prochaines à venir. Donc je te fais des gros bisous, et puis je te dis à plus. Ciao, bisous. Grâce à toi, j'ai un cousin dont je suis plus vieux, de 6 jours, mais je suis quand même plus vieux, ça faut pas l'oublier. Et non, franchement, grâce à ça, ça m'a permis quand même de vachement m'intégrer en Bretagne quand je suis arrivé en 2002, où voilà, je connaissais personne, donc il m'a permis de m'intégrer, il m'a présenté à tout le monde. Donc voilà, et même toi, hein, avec tes conseils, tu nous aides dès qu'on a besoin, t'es toujours présente et ça a été bénéfique assez régulièrement. Et puis bon, je te fais quand même des gros bisous, à toi, à tonton et surtout à mon petit Féféfé. Alors ce sont vos neveux. Donc on a bien compris qu'il y avait des soirées mémorables. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Mais tout simplement, je suis très surprise et je les aime beaucoup, mais on ne s'est jamais dit tous ces mots. Eh bien, c'est l'occasion alors. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Une réaction de Frédéric peut-être avant de conclure? Je suis touchée par l'authenticité de Raymond et puis par la fraîcheur de ses souvenirs et de ce passé que vous réintégrez, Mélu, et qui a beaucoup de richesse. Merci. Merci d'être venu nous voir. Merci à Frédéric. Merci à vous tous de nous être toujours aussi fidèles. Et n'oubliez pas votre rendez-vous du week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous retrouvons des sportifs qui relèvent des paris fous. Depuis des années, Alain Robert escalade des monuments à la seule force de ses mains et au péril de sa vie. Stéphanie et Jérémy, eux, ont traversé l'Atlantique dans des conditions extrêmes. Ils se préparent dans les coulisses. A tout de suite. Merci. Cet après-midi, c'est une émission placée sous le signe de l'évasion et du dépassement de soi que nous vous proposerons. Ça y est, on a embarqué les Poulkas dans l'avion, tout est prêt. Nous accueillerons Alain Robert, le Spider-Man français. Quand je fais un truc comme ça, c'est vrai que je mets délibérément ma vie en danger. Mais avant tout, je suis un grand amoureux de la vie, j'ai une famille, j'ai pas du tout envie de faire des conneries. Stéphanie et Jérémy nous raconteront leur incroyable traversée de l'Antarctique. On est vraiment dans un lieu où il n'y a absolument rien, même pas de montagne, rien. On est sur la banquise, sur la barrière de Rome. Il y a l'océan sous nos pieds, donc c'est parti quoi. Et nous prendrons des nouvelles de Serge Girard, dont nous suivons les aventures depuis des années. Où en est-il de son tour du monde? Nous ne sommes qu'à 9% du tour du monde, et j'allais dire heureusement, il reste tellement de choses à voir, donc voilà, je suis un homme heureux, il me reste encore beaucoup de kilomètres devant moi, c'est surtout ça. La réponse dans quelques minutes.
Allez, allez, venez là. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Je me lève à 5 h du matin jusqu'à 20h30. Je la remplace vers 8 h pour aller s'occuper des enfants. J'ai tressé une corde et je me suis retrouvé à pleurer sous une poutre. Voilà. Toujours est-il que je crois que c'était l'heure de traire mes vaches, donc je suis allé traire mes vaches. On dit souvent que le métier d'agriculteur est condamné à disparaître. La vie d'un chimiste, donc c'est stressant, on a des responsabilités. Et cette vie n'était pas du tout adaptée à mon image de la vie en couple et en famille. Donc on n'a pas cette séparation entre le monde du travail et la vie de famille. J'ai toujours voulu m'ancrer dans le réel. Et quoi de plus réel que finalement s'ancrer dans le rythme des saisons? Nos invités, eux, n'y croient pas une seconde. Je crois que peut-être je ferai le fromage argile. J'ai plein de projets. Si c'était à refaire, je pense que je referais les mêmes choix.